Ici, à Paul Brousse, il y a une unité de soins palliatifs gériatriques, donc il y en a plusieurs. Parce que ce qui s'est passé avec les soins palliatifs, c'est qu'au départ, un peu partout dans tous les pays, c'est qu'il y avait les hospices. Les hospices, c'était des grands secteurs gériatriques où on mettait tous les vieux, puis tous les gens dont on ne savait pas quoi faire. Et puis voilà, ils n'avaient pas de soins, et puis ils restaient là jusqu'à leur mort. Et puis après, dans les années 70, il y a eu les notions un peu de gériatrie, de soins de longue durée, etc. Il y a des médecins qui ont été nommés responsables de ces secteurs gériatriques, qui ont découvert les hospices, qui ont trouvé que c'était un scandale. Et puis ils ont découvert aussi qu'il y avait des gens qui mouraient dans des conditions épouvantables. Et c'est là qu'ils ont commencé à développer, en France en tout cas, les soins palliatifs. Quel type de malades elles vont prendre? Donc c'est vrai qu'elles prennent beaucoup de malades aussi qui ont des cancers, et que la plupart des cancers, maintenant, ça concerne quand même des gens âgés. On tourne un peu en rond et on se retrouve dans la pathologie du cancer, mais pas que. Ça peut être une insuffisance cardiaque terminale, une insuffisance rénale terminale, une maladie de Parkinson en phase terminale. Il y a beaucoup de maladies, et éventuellement des maladies d'Alzheimer aussi en phase terminale, qui peuvent relever d'une unité de soins palliatifs. Alors d'un côté, il y a l'unité fixe et de l'autre côté, il y a les équipes mobiles. Mais les unités fixes, elles ne peuvent pas prendre tous les malades en fin de vie. L'objectif, c'est pas que tous les gens qui vont mourir aillent dans une unité de soins palliatifs. Ça, c'est impossible et ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc forcément qu'elles prennent des malades qui ont des compliqués sur la fin de vie. Soit c'est compliqué parce qu'il y a besoin d'un soutien psychologique important. Justement, le malade qui a des angoisses par rapport à la fin de vie énormes et que l'unité classique où la ville est en ville, on ne peut pas s'occuper parce que ça prend trop de temps. L'unité de soins palliatifs, elle a suffisamment de monde pour qu'il y ait presque tout le temps quelqu'un avec cette personne angoissée. Ça peut être aussi quand c'est une famille qui est très demandeuse et qui est difficile entre guillemets à gérer, où ils ont plus de moyens humains pour s'en occuper aussi. Mais sinon, après, ça va être soit des douleurs insurmontables qu'on n'arrive pas à contrôler et l'équipe de soins palliatifs, l'unité de soins palliatifs va les gérer, soit des malades qui demandent des soins très très importants aussi, par exemple des escarres. On y a très peu recours. Et à l'inverse, ce qui se passe, c'est que des fois, les équipes de soins palliatifs, les unités de soins palliatifs ont accepté des malades qui ne sont finalement, qui ne relèvent plus à un moment. Au départ, ils relevaient leur unité, mais petit à petit, finalement, ils vont un petit peu mieux, ils n'en relèvent plus. Et donc, ils ont beaucoup de mal, par exemple, à gérer les malades déments qui déambulent dans les couloirs de l'unité de soins palliatifs. Donc là, on en a en attente et ils nous demandent de les prendre parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. C'est pas aussi simple que ça. Donc, ça, les malades déments déambulants, quand ils sont en fin de vie, c'est pas toujours évident. Et sur les soins palliatifs du sujet âgé, après, c'est la même prise en charge que des gens plus jeunes. C'est plus assurer le confort de fin de vie. C'est limiter éventuellement les prescriptions médicamenteuses inutiles. S'il y a de la douleur, les antalgiques jusqu'à la morphine, en sachant que chez le sujet âgé, évidemment, il faut y aller tout doucement, avec des phases de titration et qu'on commence à des toutes petites doses qu'on augmente progressivement en fonction de la tolérance et de l'efficacité. Et on commence vraiment très bas. Des fois, on commence à 1,25 mg toutes les 6 heures. Donc on commence des fois très bas. S'ils sont encombrés, c'est les médicaments comme la scopolamine. C'est les soins de bouche, ça c'est fondamental, tout ce qui est au niveau soins de bouche. Et puis après, c'est savoir arrêter quand il y a besoin ou en fonction avec la famille, s'il y a des perfusions, s'il y a des sondes nasogastriques. Nous, on n'a aucune sonde nasogastrique, par exemple, ni aucune gastrostomie. Mais bon, des fois en neurologie, ils en mettent assez rapidement et des fois après, qu'est-ce qu'on en fait une fois que ça a été posé? Donc il y a tout un tas de discussions éthiques entre les équipes. Donc il y a des réunions d'équipe régulièrement, que ce soit en soins palliatifs ou pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour ce malade? Il faut que tout le monde soit un peu d'accord entre les aides-soignantes, les infirmières, le kiné, le médecin, tout le monde et la famille et le malade. Je suis plutôt contre une loi sur l'euthanasie. Donc moi je pense que la loi Leonetti, j'avais été entendu à l'époque, mais moi il me semble qu'elle est assez complète et qu'elle répond à toutes les questions. Après on va dire, ah oui, l'affaire Lambert ne répond pas, la loi Leonetti n'y répond pas. En réalité, elle y répond très bien, la loi Leonetti. Et les médecins et l'équipe soignante avaient pris une décision, il suffisait de les laisser faire leur travail. Donc la loi Leonetti, elle y répondait. Mais ça aurait été la même chose si les médecins avaient dit on va l'euthanasier parce que sa femme le demande par exemple, et que tout le monde est d'accord. S'il y avait une procédure de la famille, même s'il y a une loi sur l'euthanasie, s'il y a des familles qui disent ah mais je suis pas d'accord, son texte il vaut rien, ce qu'il a écrit là, ces directives anticipées, il n'était pas bien quand il les a écrites, ça vaut rien, moi je fais un procès pour pas qu'on le fasse. On aura exactement la même situation, donc ça ne répondra pas du tout à ce problème-là. Ça, c'est un problème familial et juridique où on mêle tout ça à la prise en charge médicale.
Je pense qu'effectivement, il faut développer les soins palliatifs, il faut y avoir accès plus facilement. Il y a toutes les techniques de sédation aussi qui sont possibles et pratiquement tout est autorisé dans la loi Leonetti. Il y a juste l'injection de KCL qui est interdite, mais sinon, tout y est. Donc après, c'est une question de pratique, de justification, de discussion éthique, de discussion avec les familles. Et c'est plutôt les problèmes sur la fin de vie, la difficulté, c'est la communication, C'est ça qui est difficile. Et on voit bien que là, ce sont à chaque fois des histoires plutôt familiales où il y a des problèmes de communication. Et souvent, ça se passe mal. Voilà. L'affaire Imbert aussi, c'est pareil, parce qu'à la limite, il y avait eu un geste qui avait été fait à un moment et on l'a réintubé après, alors qu'il ne voulait pas. C'est à ce moment-là que, par exemple, il n'aurait pas fallu le réintuber. C'est plutôt, voilà, c'est des situations qui sont mal gérées. Et la difficulté qu'il y a, c'est plutôt la formation des médecins, des soignants, justement à la fin de vie, à l'accompagnement de fin de vie, à la discussion éthique, où là, il y a quand même un manque et il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés et qui prennent des mauvaises décisions au mauvais moment.